En quelques mois, Bruxelles change de ton et arrive avec des contrats. Amenez compte. 150 milliards d'euros annoncés d'ici 2027. Mais l'Europe dépend déjà. 31% des exportations africaines vont vers elle et le déficit dépasserait 23 milliards. Pour le public, que change Ibrahim Traoré, Burkina Faso concrètement aujourd'hui? La plume a changé de main. On ne commande donne ça marche, ça ne plus. On sécurise désormais minerais, énergie et chaînes de valeur. Et des capitales africaines exigent propriété, emploi de locaux et transfert de technologie avant de signer. Ce récit promet une lecture sans slogan et sans héroïsation facile. Il s'agit d'examiner comment un changement de vocabulaire diplomatique révèle un déplacement de pouvoir plus profond, mesurable dans les clauses, les chiffres et les procédures. L'intérêt pour le lecteur est de comprendre qui fixe les règles réelles. L'enjeu dépasse les annonces et les photos de signature. Il touche à la capacité d'un continent à transformer des besoins extérieurs en leviers internes durables et à la faculté de l'Europe à sécuriser sa transition sans reproduire des dépendances anciennes sous un vernis neuf. Le texte suivra trois fils étroitement liés. D'abord, la mutation du langage, quand aide cède la place à investissement et partenariat, sans que l'asymétrie disparaisse automatiquement. Ensuite, la mécanique économique de Global Gateway, pensée moins comme un geste de générosité que comme une assurance industrielle face aux chocs énergétiques et logistiques. Enfin, la stratégie de plusieurs États africains qui tentent d'ancrer propriété, emploi local et transfert de technologie avant même la signature. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît non comme une exception, mais comme un symptôme d'époque. La question centrale reste suspendue. Négocier, suffit-il ou faut-il verrouiller chaque détail pour que la promesse devienne pouvoir réel? La bascule est déjà chiffrée et elle surprend. En 2025, 31% des exportations africaines sont orientées vers l'Europe, tandis que l'Union afficherait un déficit commercial supérieur à 23 milliards d'euros avec le continent. Ces deux données ouvrent une lecture nouvelle. L'Europe achète davantage qu'elle ne vend et l'ancienne posture de donneur se fragilise. Ce n'est pas une morale, mais un signal de levier possible si les règles suivent. Le contexte éclaire cette inversion. Deux chocs rapprochés ont déplacé les priorités européennes, la pandémie, puis le retour de la guerre sereine en Europe. Les chaînes d'approvisionnement se grippent, l'énergie renchérit et certaines usines ralentissent quand le gaz cesse de couler de l'Est. À Bruxelles, comme dans plusieurs capitales, une conviction s'impose alors: la transition verte ne se décide plus seulement au nord. Les métaux stratégiques, l'énergie et les marchés deviennent de la charpente invisible de la survie industrielle européenne. Le récit source organise cette dépendance autour de trois piliers quand on crèche. D'abord, les infrastructures, rails, réseaux électriques, câbles numériques, présentés comme des co-entreprises plutôt que des dons. Ensuite, l'accès aux minerais, cobalt, lithium, cuivre, essentiels aux batteries, au solaire et à l'électrification. Enfin, un pari industriel: investir dans la fabrication en Afrique pour éviter qu'une puissance rivale ne verrouille seule les chaînes, de valeur du continent. C'est ici que la question suspendue prend forme. Si l'Europe revient, c'est parce qu'elle ne contrôle plus la matière première de l'ère moderne. Et si l'Afrique parle désormais de conditions, c'est parce que la dépendance s'est déplacée. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est cité parmi d'autres dirigeants comme marqueur d'une génération qui parle moins d'aide et davantage de souveraineté industrielle, sans être réduit à un portrait individuel. Le contraste narratif est raillé. Certains économistes européens évoquent une une correction naturelle, tandis que des voix africaines parlent de justice tardive. Entre les deux, une interrogation persiste. Qui transforme la valeur? Qui arbitre les litiges? Et qui décide quand les intérêts divergents? Le récit ne progresse pas seulement par sommet diplomatique.
Il avance grâce à des personnages guides plus discrets, négociateurs techniques, ministres sectoriels, ingénieurs de projet et entrepreneurs locaux qui en traduisent des principes en clause. Leur rôle est décisif car ce sont eux qui déplacent l'abstraction vers des décisions opérantes, là où une virgule peut changer la répartition de la valeur. Un premier microcas sur cela sert de boussole industrielle. La Zambie et la Namibie sont décrites comme des terrains d'essai pour rompre avec l'exportation brute. L'orientation vers des raffineries de cuivre et de lithium vise une montée en gamme mesurable, transformée sur place pour capter davantage de valeur. Les investisseurs peuvent être européens, mais la logique imposée est africaine. Propriété locale, architecture de gouvernance partagée et dispositifs conçus pour éviter l'évaporation des marges hors du continent. L'impact précoce n'est pas proclamé comme une victoire, mais comme une capacité en construction. Un second micro-cas déplace la caméra vers la santé. Le Sénégal et le Rwanda suivent une trajectoire pas comparable dans le pharmaceutique. Après des années d'importation massive, l'objectif devient une production régionale de vaccins et de médicaments, soutenue par des capitaux européens, mais conduite par une expertise africaine. Ici, l'effet immédiat n'est pas l'autosuffisance totale, mais l'apprentissage. Fabriquer, certifier, distribuer, puis améliorer. Ces scènes révèlent à somme une méthode commune. Avant l'argent, on discute des conditions. Avant l'annonce, on verrouille la gouvernance. Dans cet espace, une figure comme Ibrahim Traoré apparaît moins comme un programme que comme un repère générationnel, signalant que la dignité économique se négocie en amont. En clair, le pouvoir se déplace vers les clauses. Tout commence par un déclencheur silencieux. La pandémie fracture les chaînes logistiques mondiales, puis la guerre en Europe accélère la crise énergétique. Le gaz cesse de couler de l'Est, les prix flambent, et certaines usines européennes ralentissent une fois d'un temps stable. À ce moment précis, l'investissement change de nature. Là n'est plus un outil d'influence périphérique. Il devient une assurance de survie industrielle. Bruxelles et plusieurs capitales cessent de croire que leur avenir se décide uniquement à domicile. Le regard se tourne vers le sud non par charité, mais par nécessité. Vient alors l'activation politique. Les délégations se multiplient à Accra, Lusaka, Kigali, Dakar. Le vocabulaire glitre à ma tête et on parle moins d'aide, davantage de partenariat, d'investissement, de co-entreprise. Global Gateway s'installe comme cadre de référence, avec un chiffre qui structure la scène. 150 milliards d'euros annoncés d'ici 2027. Et comme le montant n'est pas présenté comme un don, mais comme un signal stratégique. Il promet des rails, des réseaux électriques, des câbles numériques et des capacités industrielles. Et surtout, il promet de sécuriser l'accès à des minerais et à une énergie devenue critique pour la transition verte européenne. Le point culminant narratif arrive vite. Face à ces offres, plusieurs capitales africaines refusent l'automatisme ancien. Là où l'Europe proposait, l'Afrique répond désormais négocions. Les discussions ne portent plus seulement sur les montants, mais sur les conditions. Propriété des actifs, emplois locaux, transfert de technologie, et une gouvernance des projets. Et l'investissement cesse d'être un événement. Il devient un processus contractuel. Dans cette bascule, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît comme un symptôme d'époque parmi d'autres, incarnant une génération qui refuse les scripts hérités et exige que la souveraineté industrielle soit écrite noir sur blanc avant toute signature. La tension monte dans les coulisses. Officiellement, certains responsables européens saluent la maturité des demandes africaines. En privé, des groupes de réflexion évoquent une perte stratégique potentielle.
Le cœur du désaccord est clair. L'Europe veut sécuriser l'accès aux ressources. L'Afrique veut sécuriser le contrôle de leur transformation. Les deux objectifs peuvent coexister, mais seulement si l'architecture contractuelle change réellement. Et les premières, les réverbérations se font sentir. Des accords intègrent des obligations d'emploi local. D'autres exigent des participations africaines dans la gouvernance. Des clauses de réinvestissement apparaissent encore. Rien n'est encore irréversible, mais la direction est posée. Chaque raffinerie projetée, chaque usine pharmaceutique envisagée, chaque champ solaire planifié devient un test, non pas de la bonne volonté, mais de la capacité à transformer un besoin extérieur en valeur interne durable. La séquence se referme sur une évidence provisoire. Le langage a changé avant les structures, mais le langage ouvre la porte aux structures. L'ancien cycle, crédit, dette, dépendance, n'est plus accepté sans discussion. La négociation devient la norme et le contrat le terrain décisif. La question n'est plus de savoir si l'Europe investit en Afrique, mais à quelles conditions et qui les fixe quand la conjoncture se tend. Pour résumer la bascule, l'Europe finançait l'influence, elle finance désormais sa survie industrielle. Cette bascule se lit d'abord dans les montants, puis dans leurs fonctions. 150 milliards d'euros d'ici 2027, cadran global Gateway. Autrement dit, ce volume signale une assurance industrielle plus qu'un geste d'aide. Le chiffre ne décrit pas une générosité soudaine, mais il décrit une urgence organisée, née des chocs énergétiques et logistiques récents. Un second chez indicateur révèle la dépendance commerciale déjà structurée. 31% des exportations africaines sont orientées vers l'Europe à l'horizon 2025. Autrement dit, cette part concentre le levier normatif là où se situent débouchés et urgence. Le nombre n'impose aucune morale, il indique un point de pression potentiel. Quand une proportion significative des ventes converge vers un même espace, chaque norme, chaque certification, chaque tarif peut déplacer la valeur créée sans bruit, mais avec copain. Avec maison, et c'est les constances. Le troisième chiffre agit comme un révélateur psychologique. Ayant un déficit commercial européen supérieur à 23 milliards d'euros avec l'Afrique est avancé dans le récit. Autrement dit, l'inversion affaiblit l'ancien statut de donneur et durcit la négociation. Ici, la précision comptable importe moins que la fonction argumentative. L'Europe achète davantage qu'elle ne vend et l'ancienne posture se fissure. Certains économistes y voient une correction naturelle. Des capitales africaines parlent de justice tardive. Le nombre sert de pivot, pas de verdict. Ces trois mesures prises ensemble décident que des suites mécaniques. L'investissement européen vise des intrants critiques, cobalt, lithium, cuivre, indispensables aux batteries, au solaire et à l'électrification. Il vise aussi des infrastructures rails, réseaux électriques, câbles numériques, dont la valeur ne tient pas seulement au béton, mais aux règles qui les entourent, qui financent, qui assurent, qui auditent et où l'on arbitre deviennent des questions aussi décisives que la capacité installée. Le récit insiste alors sur les mécanismes doux qui accompagnent l'argent. Mais les contrats libellés en euros, les prêts garantis, les audits aux normes européennes et les arbitrages s'éloignés du terrain peuvent, s'ils ne sont pas encadrés, déplacer le centre de gravité des décisions. À l'inverse, des contre-mesures africaines apparaissent. Gouvernance partagée, droit de vote égaux, obligation de réinvestissement local, clause de reprise de propriété à terme. Ces dispositifs ne promettent pas l'égalité parfaite. Ils modifient la probabilité d'issue quand survient un conflit. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré n'est pas mobilisé comme un chiffre de plus, mais comme un marqueur d'époque. L'affirmation n'est plus exceptionnelle, elle devient méthodique. La quantification sert alors un objectif précis.
Montrer comment la nécessité fabrique des règles et comment les règles fabriquent du pouvoir. Les nombres ouvrent la porte, les clauses décident de ce qui entre. La conclusion quantitative est prudente. Les chiffres cités ne garantissent rien par eux-mêmes. Ils établissent un terrain de négociation plus symétrique à condition que la discipline contractuelle suive. Si les montants sécurisent des chaînes industrielles sans verrouiller la gouvernance, l'investissement peut accélérer l'industrialisation locale. Si les normes et l'arbitrage restent unilatéraux, la dépendance revient par la porte technique. Tout se joue dans l'architecture, pas dans l'annonce. Une première lecture, Mathieu, favorable, défend l'idée d'une normalisation attendue. Selon cette grille, l'Europe apporte des capitaux, des machines, des réseaux financiers et une expérience industrielle accumulée, tandis que l'Afrique apporte des ressources, une jeunesse, des marchés et un potentiel énergétique considérable. Parler de coentreprise, de raffinerie locale, de production pharmaceutique régionale ou d'infrastructures partagées ne relèverait pas d'une ruse, mais d'une maturation. Les exigences d'emplois locaux, de transfert de technologie et de transformation sur place seraient alors des garde-fous légitimes. Dans ce scénario, chacun obtient ce qu'il cherche. Eh ben, tu sauras, l'Europe sécurise sa transition verte, l'Afrique gagne en capacité productive et en valeur ajoutée, et la coopération remplace l'ancienne relation d'aide. Une seconde lecture, tout aussi cohérente, met en garde contre une dépendance plus douce. Elle part d'un principe simple. Celui qui construit l'infrastructure impose souvent les règles. Si les projets sont financés, assurés et audités selon des cadres européens, l'asymétrie peut revenir par la porte technique, les contrats libellés en euros, les prêts garantis et les arbitrages situés loin du terrain déplaceraient le centre de gravité des décisions. Dans cette perspective, le vocabulaire du partenariat masquerait une supervision élégante, moins visible que par le passé, mais tout aussi structurante. Mmh. L'investissement deviendrait la continuation de l'influence par des moyens contractuels. La réponse du récit source ne tranche pas brutalement entre ces deux lectures. Elle introduit un contrepoids. Elle souligne que les négociateurs africains connaissent le modèle de la dette et de la dépendance, et qu'ils commencent à verrouiller des mécanismes de protection. Gouvernance partagée, droits de vote égaux, obligations de réinvestissement local et clauses de reprise de propriété à terme sont présentés comme des outils concrets. Ils ne garantissent pas l'égalité parfaite, mais ils modifient l'issue probable quand les intérêts divergent. C'est dans cet entre-deux que la mention d'Ibrahim Traoré prend sens. Il n'incarne pas une solution clé en main, mais un signal générationnel. La souveraineté industrielle ne se proclame pas, elle s'écrit dans les clauses. La coopération peut produire deux résultats opposés selon la solidité des règles. Le danger n'est pas l'investissement en souhait, mais l'oubli de la question centrale. Qui décide quand tout se complique? Tout se joue dans les clauses. Le basculement n'est pas spectaculaire. Et il est le récit déplace l'attention vers ce qui semblait secondaire, la gouvernance des projets, avant même que l'argent ne soit déployé. Qui siège au conseil de surveillance? Qui détient les droits de vote? Qui arbitre les litiges quand les intérêts divergent? Ces détails changent la trajectoire d'un investissement sans modifier son apparence extérieure. Ce point médian éclaire une stratégie plus fine. Les négociateurs africains ne cherchent pas seulement des montants, ils cherchent à verrouiller les règles en amont. Des dispositifs apparaissent. Gouvernance partagée, égalité des voix, obligation de réinvestissement local et parfois des clauses de reprise de propriété après une durée donnée. La nouveauté n'est pas l'existence de ces outils, mais leur systématisation. Le contrat devient une constitution miniature écrite pour résister au retournement de conjoncture. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré prend une valeur narrative précise. Elle n'est pas invoquée pour un programme détaillé, mais comme balise d'une méthode. Le respect ne se demande plus, il s'inscrit. La souveraineté industrielle cesse d'être un slogan.
Elle devient une procédure. Cette révélation change la lecture de l'ensemble. L'investissement peut accélérer l'industrialisation locale ou reconstituer une dépendance polie. La différence ne tient pas au discours, mais à l'architecture contractuelle. À mi-parcours, le récit établit donc une règle simple. Sans clause solide, les promesses restent fragiles. Pour les États, pour les États, la conséquence la plus immédiate est un déplacement du pouvoir vers le texte contractuel. Négocier des corridors logistiques, des réseaux électriques ou des projets solaires n'est plus seulement une question de financement, mais de souveraineté décisionnelle. Quand les contrats sont libellés en euros et que l'arbitrage se tient loin du terrain, la marge politique se réduit. En réponse, certains gouvernements tentent de verrouiller des garde-fous: gouvernance partagée, droit de vote égaux, clause de réversibilité. La capacité d'un État à maintenir ses exigences dans la durée devient un indicateur de crédibilité. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme un marqueur symbolique. Fixer des conditions n'a de sens que si elles résistent à l'exécution. Pour les entreprises, le changement se lit dans la chaîne de valeur. Les industriels africains cherchent à transformer sur place car celui qui transforme capte la marge. Les groupes européens, eux, veulent sécuriser l'accès aux intrants critiques: lithium, cuivre, cobalt, indispensables à batteries, solaire et électrification. La tension est structurelle. Exporter brut répond à l'urgence, transformer localement construit la durée. Les accords qui intègrent transfert de technologie, formation et participation à la gouvernance peuvent ouvrir une montée en gamme réelle. A l'inverse, des projets clés en main risquent de cantonner les acteurs locaux à la sous-traitance. Pour les populations, l'impact se mesure moins en discours qu'en travail, en prix et en service. Les exigences d'emploi local peuvent en créer des trajectoires professionnelles les plus stables si elles s'accompagnent de formations qualifiées. Dans l'énergie, le récit rappelle un contraste frappant. L'Afrique détiendrait environ 60% du meilleur potentiel solaire mondial, tout en ayant reçu pendant des décennies moins de 2% des investissements mondiaux dans les énergies propres. Et lorsque l'investissement se traduit par un accès plus fiable et des coûts maîtrisés, la transition devient tangible. Sinon, elle reste un horizon lointain, sans effet sur le quotidien. Pour la région, l'enjeu dépasse chaque pays pris isolément. La capacité à négocier en bloc conditionne le rapport de force. Le texte met en avant l'AFCFTC comme ossature potentielle: plus de 50 pays, plus d'1 milliard de consommateurs. Une intégration effective rend l'industrialisation plus rentable et limite la dépendance à un seul partenaire. Elle change aussi la géopolitique. Europe, Chine, États-Unis et Russie proposent des offres différentes, mais toutes répondent à une même réalité, celle d'un consentement africain devenu rare et donc précieux. Pris ensemble, ces effets dessinent un paysage cohérent. Les chiffres ne garantissent peut-être pas l'équité, ils rendent la négociation possible. Les clauses ne promettent pas la souveraineté, elles en créent la probabilité. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré n'est pas une conclusion, mais un repère générationnel parmi d'autres, rappelant que la valeur ne se cède plus sans contreparties industrielles, de propriété et de décision. Le pouvoir ne disparaît pas. Il se redistribue groupe par groupe, contrat par contrat. Sur les 6 à 12 prochains mois, le récit n'avance pas des prédictions, mais des issues conditionnelles, dépendantes de la manière dont les règles seront écrites et appliquées. 3 trajectoires plausibles. Premier scénario, celui d'une interdépendance organisée. Une interdépendance organisée. Si les projets avancent au rythme annoncé, si les délégations se multiplient, et si le vocabulaire du partenariat continue de dominer, alors l'investissement européen peut consolider des infrastructures et sécuriser des approvisionnements, à condition que les États africains
maintiennent des mécanismes de gouvernance partagés, des obligations de réinvestissement local et des clauses de transfert de technologie. L'industrialisation s'attaquer à la source progresse sans effacer la souveraineté. Si, au contraire, les contrats restent majoritairement libellés et arbitrés selon des cadres lointains, le résultat ressemble à une modernisation supervisée. Des actifs visibles, mais un pouvoir de décision déplacé hors du terrain. Deuxième scénario, celui d'un verrouillage de la valeur ajoutée. Un verrouillage de la valeur ajoutée. Si les raffineries, les zones industrielles et capacités pharmaceutiques régionales se consolident en Onmont, alors l'axe ressources se transforme en axe industries. À cette condition, les cas tests cités deviennent des modèles reproductibles et l'idée de ne plus exporter l'avenir brut cesse d'être un slogan. Si l'intégration commerciale continentale progresse avec des standards partagés et des débouchés internes crédibles, l'Afrique négocie davantage comme un marché unifié. Dans ce cadre, l'Europe gagne en stabilité d'approvisionnement, tandis que l'Afrique capte marge, emploi, épaules et compétences. La coopération produit alors un gain mutuel mesurable. Troisième scénario, celui d'une dépendance douce réactivée. Une dépendance douce réactivée. Si les financements se transforment en cycle de crédit rigide, si audit et arbitrage s'imposent comme instrument de discipline unilatérale, alors l'infrastructure devient un canal d'influence durable. Si la compétition entre puissances extérieures s'intensifie et que les États négocient isolément, le levier se fragmente. La coopération nourrit alors des tensions politiques et sociales, car la promesse de partenariat ne se traduit pas en contrôle réel. Dans les trois cas, une méthode s'impose. Traiter chaque contrat comme une constitution miniature. Savoir qui décide, qui contrôle et comment la valeur est distribuée devient le test décisif. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré apparaît comme un repère générationnel parmi d'autres. La souveraineté industrielle ne dépend pas des intentions affichées, mais de la discipline contractuelle. L'issue ne sera ni automatique ni uniforme. Elle sera écrite clause avant et après clause dans les mois qui viennent. À ce stade, l'enjeu cesse d'être abstrait. Il se décline dans des situations quotidiennes, différentes selon les groupes concernés. Pour celles et ceux dont l'emploi dépend d'un site industriel ou d'une économie locale, la question est directe. Et l'investissement laisse-t-il des compétences et des salaires durables ou seulement des chantiers temporaires? Lorsque des accords exigeant l'embauche locale et une formation qualifiée, des trajectoires professionnelles se stabilisent. À l'inverse, des projets les clés en main produisent des infrastructures sans ascenseur social. Pour les entrepreneurs et les petites entreprises, l'impact passe par l'accès. Accès à l'énergie fiable, au réseau, à la certification et au marché. Une route, une ligne électrique ou un câble numérique peuvent ouvrir des opportunités réelles, mais seulement si les règles n'en verrouillent pas l'entrée. La monnaie de référence, les normes techniques et les lieux d'arbitrage deviennent alors décisifs. Ils peuvent permettre à une entreprise locale de monter dans la chaîne de valeur ou la maintenir durablement dans la sous-traitance. Pour les citoyens qui suivent l'actualité et votent, l'enjeu est la cohérence politique. Le récit rappelle un risque interne. Remplacer une dépendance extérieure par des arrangements opaques in- internes dissout l'avantage obtenu à la table des négociations. La souveraineté industrielle n'est crédible que si elle s'accompagne de discipline, de transparence et de contrôle public. Deux gestes simples aident à rester lucide. D'abord, demander systématiquement pour chaque partenariat annoncé qui possède l'actif, qui arbitre les litiges et où la valeur est transformée. Ensuite, comparer les promesses aux clauses effectives, emplois locaux, transfert de technologie, réinvestissement, gouvernance.
Ce n'est ni du cynisme, ni de l'hostilité. C'est la manière la plus calme de vérifier que la coopération produit des effets réels et pas seulement des mots. La traduction concrète du récit passe par une méthode en 5 étapes. Penser pour déplacer le centre de gravité vers les règles avant que l'argent ne produise ses effets. D'abord, il s'agit de fixer une grille commune immédiatement. Dans les 30 premiers jours, les gouvernements hôtes et leurs équipes d'État, cette technique établissent une grille non négociable. Gouvernance partagée, obligation d'emploi local, transfert de technologie, mécanisme de réinvestissement. On le mesurera ainsi. Chaque protocole publie une matrice indiquant qui décide, qui contrôle et comment la valeur est répartie. Ensuite, il faut contractualiser la transformation par marmé palier. Entre le deuxième et le sixième mois, un calendrier de montée en gamme est annexé au contrat. Export brut, pré-traitement, raffinage, composants. Et on le mesurera ainsi. Part croissante de la production quittant le pays sous forme transformée, avec audit public des capacités installées. Puis, l'objectif est de sécuriser la compétence, pas seulement le capital. Dès le lancement des chantiers et sur 12 mois glissants, des programmes certifiés de formation et de maintenance sont obligatoires. On le mesurera ainsi: nombre de techniciens formés, taux de postes qualifiés occupés localement, transfert documenté de procédés. Après cela, il convient de verrouiller la gouvernance des litiges et des actifs. Avant la mise en service, les parties définissent ces arbitrages équilibrés, droit de vote droit de vote égaux. Et mais lorsque prévu, clause de reprise de propriété à terme. On le mesurera ainsi: existence de clause de sortie, transparence des garanties, calendrier de passage de relais opérationnels. Enfin, il faut rendre la légitimité vérifiable. Un suivi public compare promesse et exécution. On le mesurera ainsi: conformité des projets aux clauses publiées et des traçabilité des bénéfices vers communautés et filières locales. Dans cette logique, Ibrahim Traoré sert de repère générationnel. Le respect s'écrit dans le contrat, mais se prouve que dans la discipline de l'exécution. Et la feuille de route ne promet pas l'égalité. Elle y en augmente la probabilité, clause après clause. Le récit revient aux images concrètes qui l'ont traversé. Une raffinerie car cesse d'être un projet sur papier et commence à transformer localement. Un atelier pharmaceutique qui n'attend plus les cargos pour produire. Un câble numérique qui relie sans capturer. Dans ces scènes, la politique paraît d'abord lointaine, soudain intime. Une clause devient un salaire. Un transfert de savoir devient une carrière. Une règle d'arbitrage devient un futur accepté ou contesté. La Zambie et la Namibie, évoquées comme terrain d'essai, symbolisent ce passage de l'extraction à la transformation. Le Sénégal et le Rwanda rappellent que la souveraineté n'est pas une posture, mais une capacité qui se construit lentement, décision après décision. Rien n'est automatique. Chaque gain est fragile s'il n'est pas protégé par des règles claires et une exécution disciplinée. Dans cette trame, Ibrahim Traoré apparaît comme un rappel plus que comme une conclusion. Il incarne, avec d'autres, l'idée qu'une génération peut exiger le respect, mais qu'elle doit aussi le mériter par la constance des actes. Les mots peuvent ouvrir des portes. Seuls les contrats déterminent ce qui reste ouvert. Le pouvoir se lit d'abord dans les clauses. La leçon est simple et exigeante. Or, si le siècle doit changer de main, ce ne sera ni par le bruit, ni par la vitesse, mais par la rigueur, la répétition et la capacité à tenir les règles. Car quand la pression monte, la scène finale n'est pas un affrontement, mais une table. Des délégations, des signatures, des silences lourds et une évidence nouvelle.
L'Europe tend la main parce qu'elle a besoin d'énergie, de minerais, de marchés et de jeunesse. L'Afrique accepte de discuter parce qu'elle veut la technologie, des prix équitables et un partenariat vérifiable. Entre les deux, il n'y a pas seulement un échange, il y a un test de maturité, celui de construire une équité sans remplacer une hiérarchie par une autre. Dans ce cadre, des figures comme Ibrahim Traoré rappellent une exigence simple: la dignité économique ne se proclame pas, elle se prouve. Elle se lie dans les clauses, dans la transparence, dans la capacité à transformer localement et à rendre des comptes quand la conjoncture tourne. Si l'infrastructure devient la colonne vertébrale de la transition, alors les questions utiles ne portent pas sur les slogans, mais sur la possession, la réparation et la direction. Le public a un rôle discret mais réel. Refuser la fusée, la magie des mots. Demander les mécanismes. Comparer les promesses aux obligations. C'est ainsi que le mot My Partenariat cesse d'être une marque pour devenir un engagement contrôlable. Alors, selon vous, quand l'Europe dit avoir plus de j'aurais plus que jamais besoin de l'Afrique, assiste-t-on à l'aube d'une égalité durable ou au début d'une nouvelle course pour fixer les règles?